Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous en ce premier jour de l'Aïd et ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al 24 News. 21e jour de la guerre au Moyen-Orient et la guerre contre l'Iran prend de plus en plus des allures de troisième guerre mondiale, une guerre générale et généralisée, et même si ce sont deux pays seulement qui ont lancé l'offensive contre l'Iran, alors que les négociations allaient bon train, c'est tout le monde qui se retrouve impliqué directement ou indirectement dans cette agression impactant ainsi l'économie et le commerce mondial de plein fouet. Va-t-on vers des moments de crise ou des périodes de disette? Quels seront les pays les plus touchés par ces perturbations et que nous réservent les jours à venir? Et pourquoi surtout Trump, qui n'a consulté personne avant de frapper l'Iran, appelle, comme je le disais, les autres pays à prendre leurs responsabilités sur la sécurité du détroit d'Ormuz. Le monde moderne s'en sortira-t-il indemne de cette guerre contre l'Iran? C'est ce que nous allons tenter de décrypter ce soir avec nos invités. Pour en parler ce soir, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Youssef Boussoumah, historien et surtout militant des droits de l'homme. Youssef Boussoumah, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et Aïd Mabrouk. Oui, Aïd Moubarak, effectivement, merci à vous. Nous rejoint également Didier Meistou, journaliste, éditorialiste et essayiste français. Didier Meistou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors pour commencer, on va dire qu'au 20e ou 21e jour de cette guerre entreprise contre l'Iran, les choses sont en train de s'avancer de manière très très vite et bien sûr des développements très rapides entre les menaces des uns et des autres, entre aussi le discours propagandiste des États-Unis, il faut le dire un peu, puisque de toute façon, il y a des déclarations de Trump qui seraient très très difficile à croire lorsqu'on voit comment les pertes sur le terrain sont occasionnées à l'armée américaine ou même à l'entité sioniste. Bien sûr, on va dire même l'Iran est en train de perdre, mais l'Iran communique depuis le début sur ses pertes, même lorsqu'il s'agit bien sûr de ses leaders. Alors, pour commencer, Didier Meistou, que doit-on dire aujourd'hui au 21e jour de cette guerre contre l'Iran? Nous devons dire que, comme disait Monsieur Macron, ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'entends beaucoup d'échos. Je ne sais pas si vous pouvez couper l'écho, mais bon, c'est pas grave. On va régler ça, Monsieur Didier Meistou. Voilà. Alors, en fait, voilà, c'est mieux, un petit peu mieux. Oui, la guerre, les buts de guerre sont complètement étranges. Nous les connaissons pas vraiment. Monsieur Trump avait dit que ce serait une excursion, une promenade de santé. Il n'en est rien, il n'en est absolument rien. Et nous voyons que les Iraniens résistent et résistent plutôt bien. Monsieur Trump, Donald Trump, ne cesse de répéter, ça fait plusieurs jours maintenant, que la marine est anéantie, que l'armée est complètement hors d'état de nuire. Et nous voyons que par ces drones et un certain nombre de missiles, non seulement l'Iran riposte, mais riposte aussi dans plusieurs pays du Golfe, évidemment, frappant des raffineries, frappant des dépôts de gaz et de pétrole. Et on voit que, pour le moment, en tout cas, le régime est loin d'être complètement à terre. Oui, vous faites très bien de le dire. D'ailleurs, on va développer tous ces points ensemble ce soir. Vous faites très bien de le dire, donc Didier Meistou. Les déclarations de Trump qu'on va voir tout de suite, où justement, il remet en cause, ou si vous voulez, il dénigre complètement son adversaire, à savoir l'Iran. Et on va le voir ensemble et on continue le débat. Tout de suite. Donald Trump. Je tiens à commencer par dire que nous obtenons d'excellents résultats en Iran. La différence entre eux et nous, c'est qu'il y a 2 semaines, ils avaient une marine et il ne leur en reste plus aucune. Tout repose au fond de la mer. 58 navires ont été coulés en 2 jours et nous avons la meilleure marine du monde. Il n'y a même pas photo, donc nous nous en sortons très bien. Nous n'allons pas les laisser se doter de l'arme nucléaire.
car s'il en avait, il s'en servirait, et nous ne le permettrons pas. Cela aurait dû être fait depuis longtemps par d'autres présidents. Voilà, ce qui semble étrange, Youssef Boussoumah, et je me tourne vers vous aujourd'hui, c'est que Donald Trump est dans un discours un peu propagandiste, il faut le dire. Il y a tous les ingrédients d'un discours propagandiste lorsqu'il dit que, par exemple, l'Iran n'a plus d'armée, l'Iran n'a plus de marine, ses défenses aériennes n'existent plus, on n'a plus de leader avec qui discuter. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré quelque part? C'est complètement exagéré. Et pour quelle raison, justement? Nous avons une visibilité sur la société iranienne. Il y a des tas de vidéos. Par exemple, lorsqu'il y a des funérailles, nous voyons les funérailles. Par exemple, nous avons vu récemment les funérailles des marins, des 80 marins qui ont été tués dans un navire, qui ont été coulés dans leur navire sur un sous-marin américain. Eh bien, nous avons des funérailles, nous avons un rapport direct. Donc, on voit ce qui se passe dans la société. Et donc, les déclarations grandiloquentes, abracadabrandesques de Donald Trump ne trompent pas. Je veux dire, effectivement, l'Iran subit des frappes, elles sont terribles. On sait qu'aujourd'hui, l'Iran a subi en tonnage le même tonnage de bombardement que les Américains ont largué sur le Vietnam. C'est absolument énorme, mais visiblement, l'Iran a ses capacités de frappe qui sont encore valides aujourd'hui, à tout point de vue et tout azimut. Alors, les mensonges de Trump sont faits pour son camp, c'est à usage interne, parce que je crois que son camp bat de l'aile aux États-Unis. Nous arriverons bientôt dans la campagne électorale, les midterms, et même si Trump ne se représente pas, son parti est quand même très soucieux des dégâts que sa politique étrangère vont faire. Je crois qu'il essaye de rassurer tout le monde pour expliquer que sur le terrain, il n'y a rien qui avance en vérité. Alors, il compte sur l'arrivée bientôt des 2200 Marines là, qui pourraient débarquer sur l'île de Khark, mais c'est évident que là aussi, on s'attend à des événements qui vont peut-être bouleverser ces certitudes. Oui, très bien. Alors, on va voir justement Youssef Boussoumah tout à l'heure, mais je me tourne vers vous, Didier Meistou. Bien sûr, on a entendu Donald Trump, le président américain, dire qu'il n'y a plus de leadership, que les dirigeants et leurs successeurs ont été éliminés ou ont déserté leur poste. Selon vous, d'où tient-il d'abord ces informations pour les formuler de cette manière-là? Et on a vu que les leaders étaient bien vivants, on a vu que leurs successeurs se portaient très bien et que l'Iran a une très grande capacité justement à trouver des leaders à ceux qui ont été donc éliminés. Donc finalement, l'Iran était beaucoup plus préparé justement à perdre ses leaders et leurs successeurs existaient déjà. Comment faut-il expliquer aujourd'hui ce discours de Trump? Est-ce que c'est une propagande de guerre? Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que ça obéit à autre chose? C'est trois choses à la fois. C'est une propagande de guerre, effectivement, montrer qu'on est fort, que nous sommes les leaders du monde libre, etc. C'est effectivement une stratégie militaire, on peut dire, et c'est aussi une profonde méconnaissance de l'Iran. Oui. Parce que quand ils n'arrêtent pas de répéter, mais ça c'est très fréquent, y compris en France, dans le monde occidental, que le régime avait été décapité. Mais ça n'a aucun sens. Parce que, bien sûr que, d'abord, Khamenei était un chef, et son fils sont des chefs, d'abord, religieux, spirituels, ce sont des guides. C'est ça que Trump ne semble pas comprendre ou ne pas voir. Et surtout, la structure du pouvoir en Iran. Vous avez d'une part les gardiens de la révolution, qui sont allés, estimation basse, 150 000, estimation haute, 200 000 personnes, et les Bassidji qui sont mobilisables jusqu'à 1 million de personnes. Donc, si vous voulez, c'est un pouvoir très décentralisé, qui s'est organisé, qui est résilient, qui ne repose pas, comme aux États-Unis, sur un seul homme. Et songez que ce régime, ce pays, est pratiquement depuis un demi-siècle sous sanction. Et que en Occident, nous avons une vision un peu complètement délirante et tronquée. On pense que les gens, les Iraniens, sont des pauvres hères dans des champs
en babouche, etc. Mais ce sont des gens d'une civilisation extraordinaire, hein, qui est multimillénaire, qui a au moins 3000 ans, qui a complètement mis à sa sauce, je dirais, un peu tous les phénomènes spirituels, la langue, etc., qui a véritablement iranisé les choses. C'est un peuple d'ingénieurs, hein, qui fabrique plus d'ingénieurs que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne réunies, pour donner un exemple. Oui. Donc voilà quelle est la réalité du terrain. Et là, évidemment, il est un peu perdu, Trump. Il tire la sonnette d'alarme, il traite les pays européens, si j'ai bien compris, de lâches, parce qu'il est dans la panade, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir, et parce que plus il répète que le régime est fini, plus les missiles fondent, y compris, comme je le disais, sur les pays du Golfe. Donc là, il commence à avoir un sérieux problème de politique intérieure, hein, puisque beaucoup de républicains se détournent de lui. Il y a les midterms, vous l'avez dit, qui arrivent début novembre. Donc, c'est très préoccupant, oui. Et puis, vous le disiez, ce qui est surtout préoccupant, c'est que ça risque de faire tâche. C'est un conflit régional, mais qui augmente, hein, puisque les pays du Golfe, c'est pas rien. Vont-ils rentrer dans la danse? Nous ne le savons pas vraiment aujourd'hui, mais c'est complètement irresponsable, parce qu'encore une fois, nous ne voyons pas, nous comprenons, hein, les buts de guerre d'Israël, nous comprenons mal les buts de guerre des États-Unis, d'autant que tous les spécialistes, d'ailleurs dans le camp américain, il y a même eu des démissions et non des moindres, expliquent que l'Iran n'était pas en train de préparer la bombe nucléaire, un programme, même si elle a la capacité à le faire, qu'elle n'était pas en train de le faire. Donc la réponse est à chercher ailleurs, et je vous laisse songer où il faut chercher la réponse. Aisément, ça se devine aisément. De toute façon, les mêmes prétextes ont été évoqués en Irak, et on a vu qu'il n'y avait pas la moindre arme de destruction, que la seule arme, c'était l'invasion américaine dans la région. Youssef Boussoumah, on va y aller petit à petit aujourd'hui. On va se dire que est-ce que, par exemple, on dit toujours du président américain qu'il est pragmatique, que c'est un homme d'affaires, donc qu'il traite comme avec la mentalité d'un homme d'affaires, mais aujourd'hui, on voit que son discours propagandiste ressemble à tout sauf à un homme averti dans ce sens, dire qu'il ne reste pas grand-chose à la défense iranienne, alors que de son côté, son armée est en train d'essuyer également des échecs et des revers, et même, bien sûr, des morts au sein de l'armée, ceci d'un côté. Est-ce que on devrait aujourd'hui s'inquiéter de cette guerre dans la région qui a enflammé et qui a impliqué plusieurs pays? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter plutôt? D'autant plus que lorsque l'attaque a été faite avec, bien sûr, l'entité sioniste, cela s'est fait de manière unilatéralement, et qu'on n'a pas consulté certains pays européens ou encore d'autres blocs asiatiques, et qu'aujourd'hui, Trump s'en prend à l'OTAN en les qualifiant de lâches. Parce qu'ils n'assurent pas leur rôle dans la sécurisation du détroit d'Ormuz. Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que il y a un article, je crois, du ministre, il y a un texte du ministre Omanet des Affaires étrangères, hein, qui déclare que la politique étrangère des États-Unis échappe désormais complètement à Donald Trump. Et ça veut dire qu'il navigue à vue, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, un petit peu, excusez-moi un petit peu l'expression, mais c'est un petit peu comme un canard sans tête, qui court dans tous les sens. Et on a un peu cette impression où il est mis devant un fait accompli, et il ne sait pas trop où aller. Alors il essaye d'appeler à sa rescousse des alliés de l'OTAN qui ne répondent pas. Alors première chose, cette guerre sonne vraiment le glas de l'OTAN. On peut dire que cette guerre sonne le glas de l'OTAN. Pour la première fois, l'OTAN est découplée réellement, concrètement des États-Unis. Ça c'est une chose. Et comment il essaye d'appeler à la rescousse tous ceux qui peuvent, et on voit bien qu'il y a un isolement total. Il est isolé, M. Trump. Et évidemment, c'est M. Trump, c'est aussi les États-Unis. Et plus cette guerre va durer, et plus cet isolement va se poursuivre, et plus la crise va s'approfondir. Parce que c'est une véritable crise
de légitimité des États-Unis, qui montre son incapacité à être la puissance tutélaire sur Terre, à régler les conflits. On a la question est la suivante, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'y a plus de pilote dans l'avion, on a l'impression. Et cela va avoir des conséquences énormes. Je crois que la Chine et les États-Unis, et la Russie observent ce qui se passe. Il est évident qu'ils ont des liens avec les services iraniens aujourd'hui et qu'ils alimentent en renseignements. On voit bien que les frappes iraniennes sont de plus en plus précises. Actuellement, c'est peut-être une guerre qui en annonce une beaucoup plus importante. Dans l'histoire, on a eu parfois, et je pense évidemment à la Première Guerre mondiale, la Première Guerre impérialiste, où un événement lointain ensuite dégénère par le jeu des alliances. Évidemment, c'est ce qui s'est passé à Sarajevo en 1914 et qui va dégénérer. On ne sait jamais comment une guerre se termine. On sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle se termine. Oui. D'autant plus que les monarchies du Golfe sont prises au piège. Les États-Unis se servent de ces monarchies comme boucliers à partir desquels ils attaquent l'Iran. Nul ne sait ce qui va se passer par la suite. Effectivement, vous l'avez signalé, vous avez raison, il y a l'entité sioniste qui sait ce qu'elle veut, parce qu'elle veut la destruction de l'Iran. C'est même pas un changement de régime. C'est détruire l'Iran en tant que puissance régionale. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Mais si l'Iran inquiète tant l'impérialisme et entre autres l'entité sioniste, c'est parce que même s'il y avait une situation de paix, l'Iran, en tant que puissance régionale, avec le formidable développement de ses recherches scientifiques, avec la scolarisation quasiment à 100%, avec sa production, on l'a dit, d'ingénieurs. Aujourd'hui, les Iraniens sont la deuxième nationalité à la NASA. À la NASA, la deuxième nationalité après les WASP, ce sont les Iraniens. Donc, l'Iran en tant que puissance régionale, cela est quelque chose d'inadmissible pour l'entité sioniste. Mais les États-Unis, en attendant, ont perdu la maîtrise réellement sur leur politique. Et aujourd'hui, nul ne sait la catastrophe vers laquelle toute la région de l'ouest d'Asie se dirige, et évidemment le monde aussi, par la même occasion. Très bien. Didier Mestou, alors on va voir un autre aspect, bien sûr que celui de la guerre en elle-même et de ses implications, si vous voulez, de son impact sur le côté économique et commercial aujourd'hui. Trump, comme je le disais tout à l'heure, s'en prenait bien sûr à l'OTAN parce qu'il estime que l'OTAN n'a pas joué son rôle pour essayer de, si vous voulez, lever le blocus imposé par l'Iran contre dans le détroit d'Ormuz, et ce qui impactait de manière très sévère le pétrole, le gaz et même les prix qui ont flambé même à la pompe aujourd'hui, qui touche directement le citoyen lambda dans le monde entier. Il y a aussi l'autre aspect de cette guerre. La guerre en Iran, il faut le dire aujourd'hui, contre l'Iran, a dévoilé un aspect très important, à savoir sur le plan bien sûr de l'approche occidentale dans les mainstreams. Comment cette guerre est traitée dans les mainstreams, donc le traitement de l'info par les médias occidentaux. On voit qu'il y a une très grande différence, à savoir tout ce qu'on pouvait faire avec Reza, c'est-à-dire la désinformation, c'est-à-dire le blackout sur certaines informations, comment on pouvait jouer justement avec cette vérité et la transverser pour donner une autre vérité. Aujourd'hui, tout cela, si vous voulez, a été déconstruit, complètement déconstruit avec cette guerre contre l'Iran. Aujourd'hui, les médias mainstream ne peuvent pas aller dans cette propagande. Le mensonge ne fonctionne pas aussi efficacement qu'il a fonctionné avec Reza. Est-ce que, selon vous, donc la question, Didier Mestou, la guerre contre l'Iran n'aurait pas justement mis à nu, si vous voulez, toutes ces défaillances des médias mainstream? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites et ça demande beaucoup de modération et de finesse d'analyse. Évidemment, sur Gaza, après le 7 octobre, cette espèce de pogrom géant, il y avait une espèce de, qu'est-ce que je pourrais dire, de légitimité d'Israël à se défendre. Et donc, tout le monde, dans les médias français, avait dit, mais attendez, Israël, il y a eu
1400 morts, après ça a été ramené à 1200 morts, des jeunes gens qui faisaient la fête, dans un festival de musique, dans un kibbutz, qui était en plus favorable plutôt à la cause palestinienne. Ça a été monstrueux. Bon. Cette façon de faire, de dire, c'est peu à peu étiolé. Parce que si vous voulez, il y a eu des rapports de l'ONU, des rapports d'humanitaires, même s'il y avait un blocus, une impossibilité pour les journalistes d'être présents, pour les journalistes occidentaux, hein, de filmer, bon, alors, on nous a parlé des tunnels du Hamas, et puis d'armée la plus morale du monde, et puis de victimes collatérales, et puis on a entendu des gens sur le terrain nous dire que c'est un véritable massacre, des femmes, des enfants qui n'ont rien demandé, et on a vu les images ensuite aériennes de Gaza, qui étaient pratiquement rasées, détruites à 80%, quoi, hein. Et donc, déjà, ce discours avait du plomb dans l'aile, mais bon, comme il y avait eu le 7 octobre, il tenait à peu près. Et puis, je dirais que ce coup sur l'Iran est un peu un coup de trop. Vous l'avez rappelé, il y avait des négociations en cours qui étaient sur le point d'aboutir de la vie générale de toutes les parties prenantes à cette discussion. Et Trump, qui, oui, s'est fait prendre sans doute le cerveau par Benjamin Netanyahou, sans prévenir personne, de façon tout à fait illégale, provoquer cette guerre. Alors, ce discours, petit à petit, comme les buts de guerre ne sont plus très clairs, que M. Trump varie beaucoup dans ses explications, qui sont souvent contradictoires, sur les buts de guerre, sur la durée, sur la profondeur de l'attaque, comme M. Netanyahou a disparu lui-même, et qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été débunkées, comme on dit, qui sont dues à l'intelligence artificielle, il y a une espèce de flou, de vide, et effectivement, la propagande a du mal à embrayer parce qu'elle ne repose sur rien. Alors, je mets quand même un bémol. Oui. Il y a des chaînes en France qui sont acharnées, hein. Je veux citer par exemple BFM TV, qui expliquait que, encore il y a 2 jours, que les Iraniens, c'était sous la bouche, sous les mots d'une éditorialiste, Ruth Elkrieff, qui expliquait pourquoi les Iraniens ne seraient pas les nouveaux nazis, hein, ou d'autres qui nous expliquent que nous étions en train de sauver, parce que les Américains et les Israéliens faisaient le sale boulot, hein, je cite entre guillemets, ils étaient en train de défendre la civilisation judéo-chrétienne, comme s'il y avait une civilisation judéo-chrétienne, ceci dit. Hein. Mais vous voyez, donc, c'est pas complètement anéanti ce discours. Il y a un coin qui a été enfoncé, et évidemment, plus la guerre dure, plus elle s'enlise, plus les buts de guerre sont illisibles, plus les médias vont avoir du mal à nous vendre ce qui nous ont vendu, comme Gaza. Merci beaucoup Didier Meistou. Youssef Boussoumah, alors 20 secondes, on va dire 30 secondes, juste pour avoir le mot de la fin. J'allais dire, que nous réservent les jours à venir? Eh bien, je crois que les jours à venir réservent des surprises à Trump, parce que cette guerre devient régionale pour Trump et pour l'antisémitisme, parce qu'au Liban, on croit qu'effectivement, il y a une puissance sioniste, mais l'armée sioniste va s'enliser au Liban, comme ces gens disaient il y a plusieurs décennies. Elle va s'enliser à nouveau, elle ne pourra rien obtenir. Les Houthis aussi parlent d'entrer en action, ils attendent le moment où les forces américaines vont arriver. Donc, à mon avis, cette guerre va prendre de plus en plus d'ampleur, la crise va s'accroître, la crise pétrolière risque de devenir très très importante, dès l'instant où les stocks de côté ne seront plus suffisants. Donc, il faut rester vigilant, et je pense que c'est un conflit qui va dire beaucoup de surprises. Merci beaucoup Youssef Boussoumah. Je sais qu'on vous a un petit peu précipité. Vous êtes historien et militant des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci Didier Meistou, journaliste, éditorialiste et essayiste français. Vous étiez également avec nous depuis Paris. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de l'Échiquier International. Mais l'Échiquier International, vous le retrouverez demain. Au revoir.